Bonjour, je suis Thibaut Coulet, je vais vous parler de supervision de sécurité informatique. Donc, pour parler de ça, je vais d'abord me présenter très rapidement. Je travaille chez Airbus. Chez Airbus, il y a une entité qui s'appelle Defense and Space dans laquelle je suis, qui a une sous-division cybersécurité dans laquelle je suis. Cette division elle est basée sur Elancourt, donc près de Paris. Et dans cette division, on trouve un centre opérationnel de sécurité qui s'occupe de superviser le réseau et les systèmes de différents clients. Donc, qu'est-ce que c'est un centre opérationnel de sécurité? C'est un service dans lequel on opère pour le compte de différents clients une supervision sécurité. Donc notre rôle, c'est d'identifier sur les réseaux et les systèmes des différents clients s'il y a une intrusion qui mettrait à mal le système ou les informations, ou des comportements plus ou moins malveillants sur le système ou les réseaux. Donc dans ce centre opérationnel de sécurité, on va trouver différentes équipes qui composent le SOC, notamment et principalement ce qu'on va appeler les niveaux 1 et les niveaux 2, qui vont avoir des rôles un peu différents, mais globalement, qui vont travailler ensemble pour détecter des intrusions et des comportements malveillants sur les systèmes. Pour réaliser une supervision sécurité, on va avoir besoin de plusieurs choses. Déjà, quand on sera en face des outils, il faut qu'on soit capable de prioriser les événements et les incidents de sécurité. C'est une première étape. Pour prioriser les événements de sécurité, généralement, ce qu'on va faire, c'est afficher des couleurs ou des niveaux qui permettent de dire quel est l'incident le plus prioritaire par rapport à un autre. Une fois qu'on a réalisé cette priorisation des incidents de sécurité, il va falloir les analyser. Donc le deuxième besoin qu'on va avoir, c'est de pouvoir collecter les bons éléments techniques qui vont permettre de qualifier l'incident. Par exemple, si on a un malware qui est arrivé par voie de mail, il faut qu'on sache rapidement identifier qui est l'expéditeur du mail, qui est le destinataire, de quoi était composé le mail, qu'est-ce qu'il y avait dans le corps du mail, est-ce qu'il y avait des liens internet, est-ce qu'il y avait des fichiers joints, etc., etc. Tous ces éléments, il faut les présenter facilement et rapidement à la vue de l'opérateur et des analystes. Une fois que tous ces éléments sont affichés, un besoin supplémentaire qu'il va y avoir, c'est quand on traite un incident de sécurité, on est souvent sous le coup du stress. Pour éviter de perdre du temps et de creuser des pistes qui n'aboutiront à rien, il est intéressant de toujours avoir une fiche réflexe à côté de soi qui permet de bien vérifier qu'on respecte toutes les étapes de la méthodologie d'analyse et qu'on n'oublie rien. Cette fiche, elle est intéressante d'être gardée dans un outil, typiquement l'outil de supervision qu'on va utiliser, pour être présenté rapidement lors de l'analyse d'incident. Chaque fiche correspond à un type précis d'incident et pourra ainsi être présentée dans le bon contexte avec la bonne méthode qui est adaptée à l'incident qu'on est en train de traiter. Une fois que tout ça est fait, on aboutit à un incident qui est qualifié et sur lequel on sait dire c'est un incident avéré ou c'est un faux positif par exemple. Une fois que tout ça s'est réalisé, le dernier besoin qui va être nécessaire de combler, c'est de savoir l'impact de cet incident. Et pour mesurer un impact d'incident, il faut se rapprocher des clients ou d'une société ou de quelqu'un en interne dans l'entreprise et savoir sur cette base de données quels sont les gens qui travaillent dessus, quels sont les métiers qu'ils l'utilisent, est-ce que c'est une base de données importante et est-ce qu'on va perdre beaucoup d'argent ou avoir un impact en termes de sensibilité des données important s'il arrive quelque chose à ces données-là. Donc les outils, encore une fois, doivent être renseignés pour présenter ces informations de sensibilité et de criticité. Et c'est le dernier besoin dont on va faire le tour ici pour bien analyser et qualifier un incident de sécurité. Pour réaliser la supervision de sécurité, on va avoir besoin de méthodes et outils. Donc dans les outils, on va trouver classiquement différentes choses tout le temps. Typiquement, si on s'intéresse à la partie réseau, on va souvent voir des sondes de détection d'intrusion réseau, d'autres équipements qui vont envoyer des informations, par exemple des firewalls ou des proxys qui sont en charge de
relayer les connexions HTTP vers l'extérieur, etc., etc. Tous ces éléments-là sont chargés soit de détecter directement des intrusions, soit de loguer des informations, d'auditer des informations spécifiques qui vont pouvoir être ramenées dans le centre opérationnel de sécurité pour traitement. Suite à ça, on va pouvoir trouver d'autres types d'outils qui, eux, vont être en charge de la collecte de tous ces événements de sécurité-là. Donc typiquement, il va y avoir plusieurs phases pour cette partie-là. Premièrement, la collecte des événements. Deuxièmement, on va filtrer ces événements pour ne garder que ce qui nous intéresse dans le cadre de la détection d'intrusion. Et ensuite, on va extraire les données spécifiques qui nous intéressent dans ces événements-là, les ranger dans une base de données et les corréler les uns avec les autres pour en extraire des comportements malveillants. Donc les outils qui font principalement cette tâche-là, c'est-à-dire de la collecte jusqu'à l'indexation dans la base de données et la corrélation, sont les SIEM. Les SIEM, on va pouvoir en trouver différents, de différents constructeurs, mais globalement, ils répondent tous à la même fonctionnalité, la collecte, l'indexation et la corrélation d'événements. Une fois qu'on a ces outils qui permettent de mettre en valeur des alertes et de lever des comportements suspects, on va utiliser un dernier type d'outils qui, eux, vont être utiles pour traiter les incidents. Quand je dis traiter les incidents, ça veut dire se répartir les tâches d'analyse à effectuer dans toute l'équipe, savoir qui travaille sur quel incident, quels éléments d'analyse ont déjà été effectués ou non, chez quelle équipe sont les actions, est-ce qu'il y a une action dans l'équipe d'administration Windows à faire pour la résolution de l'incident, ou est-ce qu'il y a une action dans l'équipe d'administration Linux, etc., etc. Donc tout ça, ce sont les outils généralement qu'on appelle outils de ticketing, donc de gestion de tickets, qui vont être utilisés pour répondre à ces questions-là. Une fois qu'on a tous ces outils, on a la panoplie habituelle des outils qui vont être utiles au SOC pour collecter les informations et traiter les incidents. Maintenant qu'on a ces informations-là, pour qualifier et analyser les incidents correctement, il va falloir qu'on s'appuie sur des méthodes. Les méthodes, il y en a plein, qui sont à plein d'endroits différents. On va principalement les trouver soit décrits dans des normes, par exemple comme l'ISO 27001 ou l'ITIL, qui va nous donner quelques informations sur la manière dont gérer les incidents de sécurité ou la manière dont créer des nouveaux contrôles de sécurité pour détecter des incidents. Donc tout ça, ce sont des normes qui vont nous permettre de créer toutes ces choses-là et de décrire des méthodes qui nous y aident. Mais on va pouvoir aussi les retrouver, évidemment, dans différentes formations. Donc il y a plein d'organismes qui font des formations qui servent à apprendre des méthodologies d'analyse d'incidents ou de forensic système ou réseau, donc d'analyse sur différents types de systèmes ou réseaux. Et ces méthodologies-là, on va pouvoir les utiliser pour faire l'analyse et la qualification d'incidents de sécurité. Au sein d'un centre opérationnel de sécurité, on va trouver plusieurs types de personnes qui ont plusieurs métiers. Principalement, ce qu'on va appeler les niveaux 1 et les niveaux 2 qui sont en charge de la gestion d'incidents au jour le jour, vont avoir un profil principalement orienté expertise réseau. C'est-à-dire que c'est des personnes qui vont avoir un cursus réseau et un peu de système, et qui vont être capables de comprendre tout type de logs qui sont audités par différents types d'équipements, des firewalls, des proxys, etc., qui vont pouvoir les interpréter, les comprendre et les analyser. Donc on a un premier profil ici qui est de type expert réseau, si on peut appeler ça comme ça. Ensuite, comme on va avoir affaire à beaucoup d'événements de plein de systèmes différents, il faut aussi quelques connaissances de base en système. Par exemple, sur un système Windows ou un système Linux, où sont rangés les logs, qu'est-ce qu'ils contiennent, qu'est-ce qu'on peut trouver ou ne pas trouver dedans, etc., etc. Ça, c'est une deuxième expertise technique qui est nécessaire sur les profils qu'on va trouver au sein du centre opérationnel de sécurité. Donc globalement, c'est des profils qui sont un peu touche à tout, pas forcément très experts dans un domaine, mais qui ont une bonne connaissance de base sur de nombreux domaines comme le réseau et le système.
Une fois qu'on a fait le tour du SOC et que l'équipe est complète avec ce genre de profil, de temps en temps, on peut se retrouver face à un incident qui nécessite une expertise. Pour résoudre ces problématiques-là, il y a des équipes d'experts spécialisés dans certains domaines, comme l'investigation numérique sur les systèmes, comme le reverse engineering de malware, et d'autres domaines d'expertise qui vont pouvoir épauler les équipes du centre opérationnel de sécurité pour résoudre un incident particulier. Donc là-dedans, comme je l'ai dit, on va pouvoir trouver les reverseurs de malware, on va aussi pouvoir trouver des gens qui sont très experts sur, par exemple, les systèmes embarqués, ou sur des systèmes à puce comme des cartes bancaires, etc., etc. Pour chaque domaine d'expertise, on va pouvoir trouver une personne qui va pouvoir aider les gens du centre opérationnel de sécurité afin de résoudre les incidents. Là, on a brossé un portrait à peu près complet des gens qui vont s'intéresser directement au traitement des incidents de sécurité. Mais pour faire vivre un centre de ce type-là, on va avoir besoin d'autres profils. Typiquement, des gens qui vont développer les systèmes de détection. Chez Airbus, on a plusieurs solutions de sécurité qui sont développées ici même, et les gens du centre opérationnel de sécurité discutent régulièrement avec les développeurs pour orienter les outils en fonction des besoins qu'on voit au jour le jour. Ça permet de mettre en valeur vraiment les événements et tout ce dont a besoin l'opérateur pour faire une détection efficace. Donc on a des développeurs, mais aussi on va trouver des intégrateurs de solutions de sécurité qui vont pouvoir mettre en place tous les outils de détection et le système de détection. On va aussi trouver par exemple des architectes qui vont concevoir tout ce système et pouvoir aider le centre opérationnel de sécurité à le déployer aux bons endroits, etc. etc. Pour vous résumer, au sein du centre opérationnel de sécurité, on va plutôt trouver des profils techniques qui savent faire de l'analyse réseau et système, mais tout autour, on a de nombreux autres métiers qui gravitent et qui servent à faire un centre opérationnel de sécurité efficace. Pour terminer, quelques points qui me semblent quand même assez importants à discuter. Le premier étant que, à mon avis, il est important d'être très curieux si on veut travailler dans un centre opérationnel de sécurité et plus globalement faire de la supervision de sécurité. C'est important dans tous les métiers, mais particulièrement dans celui-là, car ça ouvre la porte à plein de choses qu'on n'aurait pas vues jusqu'à maintenant. Si on se contente d'opérer les outils de façon classique, on va détecter des choses, mais beaucoup moins intéressantes que si on avait appris concrètement comment s'en servir de manière avancée, et que la curiosité nous avait poussé dans les retranchements de chaque outil et de chaque information qu'on collecte. C'est vraiment une qualité exceptionnelle pour les gens qui travaillent dans ce milieu-là. Ça peut avoir aussi d'autres représentations, la curiosité. Par exemple, quand je parlais tout à l'heure des différentes équipes qui tournaient autour du SOC et qui arrivent à l'alimenter correctement et à le configurer correctement, la curiosité, ça pousse à aller voir toutes ces équipes-là. Donc ça peut être les intégrateurs qui vont configurer les outils, ça peut être les auditeurs qui vont aller sur le terrain faire des audits de sécurité et qui vont pouvoir rapporter de l'information intéressante pour la supervision. Ça peut être les équipes de réponse à incidents qui vont aller sur le terrain quand il y a un problème et qui vont ramener encore plus de contexte qu'avant. Donc cette curiosité, elle se traduit vraiment dans les échanges avec les différentes équipes qui tournent autour du SOC et qui sont en contact régulier avec le client, qui vont pouvoir apporter de nouveaux éléments pour améliorer la supervision et la détection. Ça peut se traduire d'une dernière manière aussi, la curiosité, c'est en termes de veille. On est dans un contexte où les informations, les systèmes et les outils évoluent tous les jours. Donc si on ne se tient pas au courant, on est vite dépassé par les événements. Donc c'est extrêmement important d'être curieux, je le redis encore une fois, mais surtout de faire de la veille sur tout ce qui est outils et menaces, sans quoi on va vite être dépassé par les techniques de piratage, d'intrusion, de quoi que ce soit. Et ça serait vraiment dommage de ne pas être au courant de quelque chose qui est largement discuté dans la sphère publique et qu'on n'aurait pas pu détecter parce qu'on n'était juste pas au courant que c'était en train de se passer. Donc la veille, c'est vraiment aussi un élément important à garder en tête quand on fait de la supervision de sécurité. Pour finir, je vais parler du traitement des données. Comme vous pouvez l'imaginer, il y a énormément de données qui arrivent dans un SOC.
Et être curieux, c'est pas tout, il faut aussi être méthodique. Si on n'a pas une certaine méthodologie et un certain recul pour prioriser les tâches et les incidents, qu'on ne sait pas bien fixer une méthodologie ou plusieurs, qu'on ne les a pas écrites et gardées à proximité, ça va être très difficile d'appréhender toutes les informations qui arrivent et de pouvoir les traiter correctement. Donc bien garder en tête, comme on l'a dit précédemment, que la méthodologie c'est quelque chose d'important à avoir et qui va servir pour vraiment faire une supervision de qualité et efficace.